donc, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dans ce cadre-là, dans ce cadre très informel, très particulier, dans un endroit dont vous pouvez juger de l'originalité, hein, pour parler de technologie. Et ça fait 3 ans que notre équipe se donne à fond, et j'en profite de suite pour remercier les chevilles ouvrières de l'événement, Francesco, Ophélie, Emma, Sarah, Marco, qui a fait le Rodi, je ne sais pas où il est Marco, grazie, hein, hai portato tutto, si on pistilo. Donc c'est un très grand plaisir, évidemment pour moi, puisque moi je suis de l'autre, hein, un plaisir pour Paul et pour Hervé également, pour les 3 cofondateurs de Volpic, de vous accueillir ici. Donc on a trouvé l'idée tellement bonne que dès le départ, Paul a essayé de faire un contre-événement. Vous savez qu'il est de Père, il voulait l'appeler Aperitech. Heureusement, Simouza, on a réussi à maintenir Gnolutech. Bon, donc pourquoi est-ce qu'on a monté Gnolutech? Parce que pour nous, l'équipe, c'est tout. Bien sûr, on fait du business, bien sûr, il y a les paramètres économiques qui comptent. Mais ce qui compte pour nous, c'est notre équipe, c'est les moments qu'on partage, c'est le chemin qu'on accomplit ensemble. Et l'équipe, c'est extrêmement important parce qu'on a des ambitions, bien sûr, et aussi parce qu'on est dans un pays où l'humain a quand même encore un petit peu d'importance, et les lieux aussi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se réunir ici, parce que ce qu'on essaie de bâtir avec les gens avec qui on travaille tous les jours et qu'on est content de voir tous les jours, Diamo un paese, c'est des relations qui sont des relations pétries de proximité, de sincérité, où on partage des choses et des valeurs, ugumun, des objectifs, et nous semblait que le village corse était la meilleure métaphore qu'on pouvait trouver, et donc pour faire vivre la métaphore, volemo son paese, ce la bene in paese. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc on est venu ici, et on a pensé également que ce qui était bon pour notre équipe pouvait être valable pour notre écosystème. Parce qu'on se connaît tous, parce qu'on se fréquente tous, parce qu'on ne se voit jamais collectivement, et pourtant on partage énormément de choses. On partage cette île, on partage l'absence de frontières lorsqu'on envisage le fait d'entreprendre, on partage des valeurs, on partage des stradi. Oh, comme c'est dur d'entreprendre dans notre domaine ici, hein. C'est vraiment l'enfer, hein. Mais en tout cas, tout ça, c'est des choses qui font qu'on peut être plus proches les uns des autres, et qu'on peut commencer à réfléchir et à bosser ensemble, parce qu'il y a de plus en plus de projets qui émergent. Or, bien sûr, c'est pas juste le fait de se voir ici, on est ravis que vous veniez, que vous soyez déplacés, j'espère que les goodies vont vous plaire, j'espère que l'apéritif sera sympa, mais il faut aussi que, au travers de ce qu'on essaie d'élaborer, eh bien, on ait des choses très pratiques, très pragmatiques, qui permettent de renforcer l'écosystème. Il y a déjà des choses qu'on a effectuées. On a déjà installé des bonnes pratiques en matière de ressources humaines, hein. Donc ça, c'est très important. On se parle, c'est pas suffisamment dynamique, mais ça existe, on sait parler. On a évité de se faire la guerre, ce qui aurait été au détriment des entreprises et au détriment des salariés. Donc première chose très importante. On peut aussi parler d'autres sujets qui sont les sujets financiers, par exemple. Ici, bien sûr, c'est plus difficile d'avoir accès à des ressources financières importantes. Donc, on a commencé à sensibiliser l'ensemble des gens qu'on rencontre sur la pertinence de l'écosystème. Et puis, on a aussi agi, puisque lorsque Bruno Le Maire est venu il y a quelques mois, il nous a invités avec Seb Simogne, avec Jérémy Nérou d'Icar et moi-même. Et c'est nous qui lui avons délicatement susurré dans l'oreille d'augmenter le plafond de crédit d'impôt innovation et crédit d'impôt recherche, qui seront des mannes importantes pour nous dans les années à venir. Donc, on a eu des résultats, des impacts, et pour autant, il reste un certain nombre de chantiers très importants. Ceux-ci sont loin d'être bouclés, mais d'autres chantiers très importants auxquels on doit s'atteler et sur lesquels on doit réfléchir ensemble. Le premier d'entre eux, c'est sans doute une connexion puissante aux écosystèmes les plus dynamiques. Ici, vous le savez, ce qui nous manque le plus, eh bien, au-delà du relationnel, c'est d'être pris dans le maelstrom d'idées qui féconde les projets. Donc commençons déjà par en parler entre nous, et ensuite essayons de nous reconnecter. Je crois que c'est un chantier extrêmement important. À l'aune de cette reconnexion, je crois que le deuxième gros enjeu qu'il faut qu'on traite, c'est la capacité à être reconnu en tant qu'écosystème. Quand vous allez rencontrer des financiers à Paris, ils n'arrivent pas à se départir d'un espèce de petit rictus, hein, chaque fois qu'ils nous voient. « Ah, vous êtes en Corse? C'est sympa, hein, j'adore la plage. » Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on arrive à imposer cette transition culturelle où aujourd'hui on est un écosystème, on existe, on fait des choses. Il y en a beaucoup d'entre nous qui osent voter,
Nous, on a encore frôlé la faillite en juin. Mais en tout cas, on est là pour imposer une marque, une patte, où il y a des gens qui réussissent et qui ont montré qu'on pouvait réussir. Et je crois que c'est très important. Et donc, ce lieu-là, Niolutec, ce moment-là, on aimerait s'en servir pour se rencontrer, pour se parler, pour faire venir des gens, des Corses qui ont réussi dans des écosystèmes internationaux et des financiers, souvent avec beaucoup de Corses également, pour qu'eux-mêmes prennent conscience du fait qu'il y a des potentiels et des richesses ici. Donc ça, c'est l'avenir sur les 2 ou 3 années à venir. Et pour finir, moi, je voudrais juste vous citer, je suis persuadé qu'on va y arriver. Si ce n'est pas nous, ce sera les générations suivantes, parce qu'on féconde le sol pour les générations à venir. Et je voudrais juste vous donner une citation que j'ai trouvée bien et qui nous permet de nous projeter là-dedans. C'est une citation qui avait été citée par Donald Trump, qu'il avait attribuée à Gandhi, il s'est trompé. C'est une citation qui est en fait d'un syndicaliste socialiste sidérurgiste des années 20 aux États-Unis. Donc, époque quand même de capital assez rugueux. Et ce mec-là, Nicolas Klein, il a dit la chose suivante, et je pense que ça s'applique à nous en tant qu'écosystème. Je vous l'ai dit avec l'accent anglais de l'autre. First, they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à l'inénarrable, au brillant et à l'intarissable Laurent Pantana. Grazie, Laurent. Moi, je ne comprends pas. Je vous le dis, je ne comprends pas. Il va falloir que vous m'aidiez, je suis complètement paumé. Je suis arrivé, j'ai regardé dehors, et pas un cheval. J'ai pas vu un cheval dehors. Manco uno, pas un. Indueso tutikawa linchtubaesi, aucun cheval. Et je me dis, mais comment c'est possible? Comment ces gens sont venus? Et là, je me dis non, ces gens sont brillants, ils ont dit on va joindre l'utile à l'agréable. On va aller prendre nos chevaux, on va les déposer au maréchal Ferrand, il va mettre des fers à nos chevaux. Et là, j'apprends qu'il n'y en a plus depuis belle lurette dans le village, que ça remonte à une époque lointaine quand il y en avait. Maintenant, c'est quelqu'un qui passe de village en village, le fer de temps en temps. Et là, je me dis, il y a un problème. Mais que s'est-il passé? Où avez-vous mis vos chevaux? La raison est simple, c'est que vous n'êtes pas venu à cheval ici. Vous êtes venu en voiture. Est-ce que vous réalisez, Marc parlait tout à l'heure du facteur humain, tous ces pauvres maréchaux ferrants qui ont perdu leur job parce que la voiture est arrivée. C'est la super innovation, on a évité la pluie, c'est vrai qu'à cheval ça aurait été, j'ai vu des gens arriver en moto tout à l'heure, courageux, braver, mais les maréchaux ferrants ont disparu. Alors ma belle-mère me disait ce matin, il est une époque où mon père aidait le maréchal Ferrand de Calagouche parce qu'il avait trop de boulot et pour ses amis, il ferait des trucs. Donc il y avait une époque où c'était un métier je dirais, qui se développait et on en avait besoin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est en perpétuelle évolution et que chaque évolution a tendance à balayer des choses, je dirais, du passé, quoi. Et des choses nouvelles arrivent. Des métiers comme ça, et encore une fois, Marc parlait du facteur humain, des métiers comme ça, il y en a des centaines qui ont disparu. J'ai une liste passionnante. Alors j'en ai pris quelques-uns qui me plaisent plus que d'autres. Les allumeurs de réverbères. J'en ai jamais croisé, mais il paraît que ça existait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, le soir, qui allait dans les rues et qui ouvrait le gaz, allumait le réverbère, faisait le lampadaire suivant, et le matin, il revenait, il coupait le gaz et les réverbères étaient éteints. Ce qui est intéressant, c'est que le gaz existe toujours. Et pourtant, il n'y a plus d'allumeurs de réverbères. Parce que l'électricité est arrivée, elle a balayé, c'est devenu une commodité, et ça a changé le monde. On n'imaginerait plus aujourd'hui allumer des réverbères. Alors oui, il y a des petits endroits au monde où on garde ça, mais c'est le côté vintage du réverbère, c'est pas le côté moderne du réverbère. J'en ai d'autres, parce que j'en ai trouvé une centaine. Mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment géniaux. Le ramasseur de quilles. Au bowling, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui remettait les quilles. Les runners. Le runner est intéressant. Le runner, c'est quelqu'un qui, dans les bureaux, allait d'un bureau à l'autre pour transférer les messages. Vous imaginez l'arrivée d'Internet, le chamboulement dans ces grandes je dirais, sociétés où il y a des gens qui passaient, qui amenaient le papier. Fini pour eux, fini. C'est des jobs qui ont été balayés. Le 22 à Agnières, rappelez ces petites mains qui dépluguaient le téléphone. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on passe un coup de fil. On oublie. Les usages nous font oublier qu'un jour, il y a quelqu'un qui a connecté à la personne qu'on voulait.
Mais mon préféré, je ne vais pas tous vous les citer, mais mon préféré, je vais vous le donner, et vous allez comprendre pourquoi, c'est le ticker de carreau. Vous savez ce que c'est un ticker de carreau? Un ticker de carreau, c'est quelqu'un qui, le matin, allait taper au carreau des gens pour les réveiller, pour qu'ils aillent travailler. Pourquoi ça me plaît? Parce que ça paraît fou aujourd'hui. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, personne ne se réveille avec autre chose qu'avec son smartphone. Je pense que l'immensité des humains sur Terre qui ont un smartphone s'en servent comme réveil aujourd'hui. Ça veut dire que le smartphone, au-delà du ticker de carreau, le smartphone a fondamentalement changé plein de choses. Le smartphone aujourd'hui, hein, grosso modo, c'est 10 cm par 1 cm d'épaisseur, un 10 sur 4 sur 5, 10 sur 6, un tout petit truc. Hein, est-ce que vous imaginez tout ce que ça a remplacé? Le nombre d'objets qui ont été remplacés. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun objet qui a remplacé autant d'autres objets. Aucun autre. Ça fait des photos, ça permet de communiquer, son rôle principal, ça permet de gérer son agenda, ça permet d'échanger ses emails, ça permet de mesurer, ça permet de faire le niveau, on peut inventer des millions d'usages. C'est une réelle révolution. Ça ne veut pas dire que tous les métiers qui étaient là derrière ont disparu, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas tant l'objet, c'est les usages qu'on développe. Sauf que pour développer ces usages, on a besoin de l'objet. Et c'est en ça, sincèrement et fondamentalement, que je trouve que le projet Volpi est magique. Parce qu'il va potentiellement permettre à des gens de disposer d'élargir le panel de gens qui vont se retrouver avec un smartphone dans la poche. Et c'est fondamental pour l'humanité. Donc c'est un très beau et très gros projet que vous portez. Et je suis très très fier d'essayer de parfois vous accompagner. Je vous l'ai dit, ce qui est important selon moi, ce n'est pas les choses qui sont remplacées. C'est-à-dire, ce n'est pas les objets, ce n'est pas le fait que ça serve à remplacer un appareil photo. C'est les usages que ça a développé. C'est qu'il y a des nouveaux métiers qui se sont développés. C'est qu'on a inventé des nouvelles choses. C'est-à-dire que des choses ont été remplacées et des choses nouvelles sont arrivées. Du coup, si on réfléchit, nous sommes dans un des lieux les plus noustrats et de la Corse. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'on a la concentration d'intelligence artificielle embarquée dans nos téléphones la plus forte de n'importe quel autre village entre 1000 mètres et 2710 mètres en Corse aujourd'hui. Je pense, sans trop me tromper pouvoir dire ça. Tout ça pour vous dire qu'on est à l'ère de quelque chose de nouveau et on va parler d'intelligence artificielle. Donc je suis Laurent Pantanach. Comme le hameau de Courche un peu plus loin, je suis passionné par ce sujet et je vais essayer de partager avec vous quelques réflexions qui m'animent depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, quelques heures, parce que c'est un vaste sujet de réflexion. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Je baigne trop dedans pour essayer de donner une définition, donc je me suis dit, je vais aller chercher une définition, je vais prendre la définition, et je vais vous la donner parce qu'elle est assez intéressante. Une des définitions les plus acceptées aujourd'hui de l'intelligence artificielle est: c'est l'ensemble des théories, des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Dans cette très grande phrase, il n'y a qu'un mot intéressant. Un seul et unique mot. Simuler. Tout le reste est inutile. Ça veut dire quoi? Pourquoi simuler? C'est un peu comme la magie. Alors je ne dis pas que l'intelligence artificielle est magique, mais malgré tout, c'est quoi la magie? La magie, c'est quelque chose où, au moment où on le voit, on est étonné, on se dit waouh, il y a un effet waouh. On sait tous qu'on ne peut pas couper une personne en deux et la reconnecter et la recoller après sans qu'il y ait des problèmes. On sait tous qu'un magicien, il n'arrive pas à nous faire sortir une carte de notre propre bouche, on n'avait rien, ou sortir une pièce de derrière notre oreille. Pourtant, quand on le voit faire, on se dit waouh. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qu'elle est capable de faire pour nous, il y a cet effet waouh où on se dit waouh, on a l'impression que c'est intelligent. Et c'est là toute la force. Toute la force de l'intelligence artificielle, c'est cette perception de se dire waouh, ça a eu un effet. Du coup, dans les usages au jour le jour, est-ce que le terme intelligence artificielle est bon? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Si on regarde ce que ça fait, cette intelligence artificielle, ça simule pour nous faire croire que. Mais ça prend des actions réelles. Donc en fait, le système, quand on crée un système d'intelligence artificielle, puisqu'il simule, ça veut dire qu'il n'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. Et les résultats qu'il prend ne sont pas artificiels, ils sont réels. C'est donc une sorte d'inintelligence réelle. Donc je ne suis pas certain que le terme intelligence artificielle corresponde le mieux, mais c'est bien de ça dont on va essayer d'avancer. Aujourd'hui,
on est sur des... C'est beaucoup de mathématiques, hein. On n'a rien inventé. On a l'impression que tout le monde parle de l'intelligence artificielle, que ça arrivait avant-hier, ou avant-avant-hier, on en parle de nos jours. C'est vieux comme le monde, hein. Ça existe. Les premiers à avoir utilisé le terme d'intelligence artificielle, c'est dans les années 50. Conférence de Dartmouth, 1955, ou été 55 ou été 56, 4 gars qui se réunissent et qui commencent à parler de ça. Ce n'est que de la mathématique. J'ai entendu que dans la salle, il y avait une professeure en mathématiques. Ça reste que des maths. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on se parle, on est à l'orée de l'effacement des mathématiques. C'est-à-dire qu'on va tous être capables d'utiliser l'intelligence artificielle sans même imaginer qu'il y a des mathématiques derrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à en faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer la recherche. Mais ça veut dire que les systèmes vont être intelligents et que la phase complexe de la mathématique va être effacée pour qu'on ne se focalise que ce qui apporte de la valeur, les usages qu'on va pouvoir créer pour nous, nos clients, les sociétés dans lesquelles on travaille, les usages. Dans un petit village à côté, j'ai un ami qui me dit un jour, donc certains le connaissent, Giambattista Albertini, et il me dit « Laurent, heureusement que tu travailles dans l'intelligence artificielle, parce qu'on est tellement entouré d'intelligence superficielle que le monde va mal. » Et c'est très marrant, on sent qu'on met sur le sujet de l'intelligence artificielle un petit peu toutes nos peurs, toutes nos craintes, alimentées par parfois une presse sensationnaliste, encore des métiers qui vont disparaître, encore quelque chose qui va être fait. Et nous, on aime bien se faire alimenter, on ne se pose pas, on ne prend pas le recul de se dire « mais on vit dans un monde merveilleux ». On va potentiellement avoir des choses qui vont nous aider à faire ce qu'on faisait, de le faire en mieux, de mieux réfléchir, de mieux travailler, de travailler plus vite, plus fort, de façon plus... Si je devais donner ma définition à moi, de l'intelligence artificielle, je dirais que c'est un peu comme des stéroïdes. C'est-à-dire, c'est faire des choses qu'on faisait avant, beaucoup mieux, beaucoup plus intensément, de façon beaucoup plus puissante. Et ça ne change pas. Beaucoup de gens me disent « Ah ouais, j'ai fait ça avec de l'intelligence artificielle ». On lui pose la question « Mais est-ce que tu aurais pu le faire avec des humains ?» Oui, j'aurais pu le faire. Mais ça aurait été un travail de gueux, ça aurait été un travail très long. C'est juste qu'aujourd'hui, il est hyper utile d'utiliser ces algorithmes, cette mathématique, pour faire des choses plus rapidement et de façon plus efficace. Et c'est là où ça crée du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun domaine dans lequel nous vivons, aucun, où l'intelligence artificielle ne puisse pas avoir un apport. Et c'est là où il faut se remettre en cause. C'est-à-dire que, tous autant qu'on est, on a été transformés en robots. Alors ça a commencé il y a longtemps avec le taylorisme. Hein, on nous a dit, bah, tiens, toi tu prends cette plaque de métal et tu la mets comme ça. Toute la journée, c'est la marmotte qui pliait son truc comme ça. Et c'était ça, c'est-à-dire chacun faisait une micro-tâche et on a robotisé l'humain. L'humain n'a même pas réalisé que c'était lui qui était devenu le premier robot. Quand on voit des robots dans les usines automobiles, on dit, ah là là, mais le premier robot de l'usine automobile, c'est l'humain, avant tout. Du coup, on s'est tous fait mettre là-dedans. Et aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui sont ultra répétitifs. Où la seule chose qui est faite, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, je vais me faire conspuer, mais ce qui est fait, c'est de la simple... On n'utilise plus de l'intelligence, on utilise juste le concept de process, où on prend 1, 2, 3, 10 tâches, et on répète 1, 2, 3, 10 fois la même tâche pour la répéter et faire quelque chose. Et c'est là où on doit se poser la question, ne croyez-vous pas que nous sommes mieux dotés, cérébralement parlant, avec nos neurones, pour faire mieux que de faire des tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée. À un moment donné, il y a une remise en cause qu'on doit faire. Et alors, bien sûr, il y a toujours ce... Toujours me poser une question, on me disait « Laurent, toi, l'intelligence artificielle, est-ce que tu te ferais opérer par un robot doté d'intelligence artificielle ?» Je dis « Mais non, aujourd'hui, tu poses cette question parce que tu te dis « J'ai plus confiance dans mon médecin ». Si demain on te montre les chiffres et que tu te rends compte que ton chirurgien il a 94% de réussite et que la machine en a 99%, là tu vas commencer à te poser les questions. Parce que ouais, tu aimes l'humain, mais ces 4-5 petits pourcents, c'est la vie ou la mort. Et là tu vas te poser la question. Même chose pour les pilotes d'avion. Aujourd'hui, le pilote d'avion, il pilote plus l'avion, hein. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Toutes les fois où il y a un problème, grosso modo, c'est facteur humain. Donc, le pilote, il est juste là pour, allez, si ça se passe mal, et
rassurer les passagers qu'il y a bien, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais, il y a un pilote dans l'avion. Mais aujourd'hui, une immense majorité du vol, c'est du pilote automatique, et les deux phases qui sont les plus compliquées sont le décollage et l'atterrissage, et une fois sur deux aujourd'hui, hein, au moment où on se parle, un vol sur deux fait un atterrissage en mode automatisé. Donc du coup, c'est sûr que les premières fois où on rentrera dans un avion et où il n'y aura plus de pilote, on se posera la question. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans une rame de métro où il n'y a plus de conducteurs, et en fait, il n'y a plus aucun accident sur ces voies-là. Donc, encore une fois, c'est juste une question de projection et de stop. Du coup, ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est ne vous trompez pas sur l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, les Anglais, ils appellent ça, en français d'ailleurs, ils appellent ça, c'est un terme porte-manteau. C'est-à-dire c'est un terme dans lequel on met un petit peu de tout, c'est un peu de stats, c'est un peu de machine learning, deep learning, on met des termes de réseaux neuronaux. Finalement, quand vous allez manger au restaurant, dans un super restaurant, c'est l'émotion que vous vivez dans la salle, ce que vous mangez, ce que vous mettez à la bouche, et l'histoire qu'on vous raconte qui est important. C'est pas savoir que la carotte, elle a été coupée de 2 billets sur le côté et que il a mis. Ça, c'est la magie. C'est la magie qui doit opérer pour que vous soyez surpris. On n'a pas à vous raconter ça. Et donc, dans l'intelligence artificielle, on est un petit peu sur les mêmes sujets. Aujourd'hui, on est à l'ère d'un moment où on peut masquer tout ça. Du coup, comme on est déjà, on est dans cette phase où les choses autour de l'intelligence artificielle arrivent, la question qu'il faut se poser, c'est oublions l'intelligence artificielle, enlevons ce terme porte-manteau et posons-nous les bonnes questions. Dans la salle, je crois qu'il y a des étudiants, il y a des start-upers, il y a des chefs d'entreprise, il y a des sociétés plutôt financeurs, il y a des industriels. Par chance, et j'y reviendrai après, je pense qu'il n'y a pas de grand groupe du CAC 40, mais pourquoi je dis par chance? Il y a une petite main qui s'est levée dans un coin. Bon, mais ce que je dis, pourquoi par chance? Parce que dans un groupe du CAC 40, c'est un matin un DG qui assiste à une conférence sur l'intelligence artificielle ou qui a lu un article sur l'intelligence artificielle et qui arrive dans ses équipes et qui dit « Il nous faut de l'intelligence artificielle ». Non, il ne vous faut pas d'intelligence artificielle, il faut juste vous poser les bonnes questions. Et peut-être que l'intelligence artificielle, qui est un moyen, va vous permettre de résoudre, de résoudre ce problème à cette bonne question. Pourquoi je dis que les entreprises de plus petite taille ont de la chance? Parce qu'aujourd'hui, c'est un atout. C'est un outil à taille multiple. Donc ça peut permettre à des entreprises de petite taille de devenir compétitives, d'inventer des choses nouvelles, d'aller gagner des marchés, d'aller se rendre différenciantes avec ces choses qui arrivent maintenant. Donc du coup, pourquoi je dis que c'est une chance? Parce que les étudiants qui vont rentrer dans la vie active, plutôt que de se dire « Oh là là, je ne veux pas comprendre », ils se disent « Waouh, super, c'est intéressant, c'est peut-être le monde de demain ». Je notais un point qui était intéressant, c'est les produits. Je suis un grand fan de produits. Quand on se pose la question de créer quelque chose, à un moment donné, souvent ce qu'on offre, en tant que société, on est un offreur de services ou de produits. Donc on rend un service ou on fabrique quelque chose. On le fabrique pour que ça ait du sens, pour que ça rende, pour qu'un service soit rendu. Si vous vous levez un matin et vous dites « Tiens, ce matin, je vais créer quelque chose d'inutile », ça n'a pas de sens. Donc, il faut commencer dès le départ par le caillou dans la chaussure. J'adore cette expression parce que j'ai fait beaucoup de courses à pied, j'ai couru quelques marathons, et le caillou dans la chaussure n'a de sens vraiment ultime qu'au 35e kilomètre d'un marathon. Et là, c'est le moment où on n'a plus vraiment de lucidité. Et ce caillou, on se dit, il ne m'en reste que 7, il me fait chier, il me fait mal, mais est-ce que je m'arrête pour enlever ma chaussure, je ne suis pas sûr de repartir, ou est-ce que je continue avec ma douleur pendant encore 7 km? Avant, on est lucide, après, on l'a encore moins. Et c'est ce moment-là, ce moment d'inflexion où on doit se poser la question. Quand on se pose la question de ce qu'on veut faire pour un client, on doit imaginer cette scène du caillou dans la chaussure. Comment je vais résoudre ce problème? Comment je vais faire que mon client, mes clients, tous mes clients, vivent mieux grâce à moi? Et que je change leur vie, et que je sois leur meilleur ami pour la vie, parce que j'ai résolu le problème qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à résoudre. Et c'est là où il faut se poser cette question. Un produit, c'est 3 petites choses. C'est souvent de la technologie, une compréhension très très forte du client, et du business. Créer un produit qui ne se vend pas, ça n'a pas d'intérêt. Créer un produit qui n'apporte pas de valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas de technologie, c'est-à-dire que ça existe, pas terrible. Et créer un produit qui ne sert pas au client, on sait faire ça. On sait faire ça, c'est kiffant, mais
Vous imaginez d'avoir un ami pour la vie, un client que vous avez dépanné un jour grâce à ce que vous lui avez offert comme service ou comme produit, et qui vous dise « Waouh, grâce à vous, grâce à votre société, j'ai pu faire quelque chose, j'ai pu m'affranchir de quelque chose, j'ai pu créer quelque chose, j'ai pu… » C'est fantastique, c'est fantastique. Et ça, c'est ce qui crée le plus de valeur. Du coup, la question de l'intelligence artificielle, elle arrive, mais bien après tout ça. C'est qu'est-ce que j'offre comme valeur à mes clients, qu'est-ce que je vais produire. Et dans cette espèce de globi-boulga, de réflexion, de comment je vais y arriver, la composante intelligence artificielle, c'est un moyen, c'est un outil. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui me dirait « je crée une boîte en intelligence artificielle », je dirais « t'as rien compris ». Aujourd'hui, ce que tu dois créer, c'est une boîte qui résout un problème, éventuellement aidée par de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle n'est pas la solution. Il y a quelques semaines, j'étais à une conférence et grand groupe du CAC 40 dans l'énergie plutôt électrique. Et le gars était un peu retors dans la discussion, quoi. À un moment donné, je dis les gars, je vais vous poser une question simple. Imaginez que pendant une journée, vous n'ayez plus d'email. Et là, les gens me disent ouais, ok. On va pousser un peu plus loin la réflexion. Imaginez que pendant 2 journées, vous n'ayez plus d'email. Ouais. Imaginez que pendant 1 semaine, vous n'ayez plus d'email. Là, il y a eu un blanc. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens, au début, c'est vrai qu'on croule sous l'email, c'est vrai, mais c'est un vrai moyen de travailler. Ça veut dire que la question qu'il faut se poser, encore une fois, c'est attention, on a des outils qui sont utiles, chiants, mais utiles. Et c'est ces choses-là. Donc, on est dans un monde d'innovation, on apporte des choses nouvelles, on incorpore ces innovations dans le monde dans lequel on vit, et on doit en tirer un profit. Donc du coup, la question que vous devez poser, étudiant dans pas longtemps, start-upper immédiatement, et je sais que certains le font bien, on a quelques discussions à ce sujet, c'est comment je résous ce système. Et là seulement, arrive aujourd'hui, à l'orée, on est en 2020, dites-vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle? Alors je vais vous le dire, il y a 2 façons de faire les choses. La première façon, c'est de voler ce qui a déjà existé. Alors dans la salle, quelqu'un que j'aime beaucoup cite souvent Picasso et qui dit, alors je vais essayer de le redire bien, au pire il me corrigera, mais mauvais artiste copieur, grand artiste voleur, en citant Picasso. C'est ça? À peu près. Bon, mais c'est ça. Dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sont déjà posé des questions et vous pouvez vous en inspirer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine de l'industrie dans lequel il n'y a pas des choses qui se sont faites. C'est-à-dire, le retail aujourd'hui, on peut à toutes les strates de la distribution ajouter de l'intelligence artificielle. Là où par contre, la deuxième façon, c'est vous de vous creuser la tête et de vous dire, sur la voie dans laquelle je suis, comment je peux apporter un service où l'intelligence artificielle n'existe pas et effacée, et je m'en sers comme un outil. Et ça, il n'y a que vous, c'est avec votre gut feeling, avec vos tripes, d'aller chercher. C'est je dirais, les choses que vous créez, vous devez toujours faire ce que j'appelle les 3 U. Les 3 U, c'est vous dire comment ce que je fais, ce que je produis aujourd'hui est utile, comment ce que je produis est utilisable et comment ce que je produis est utilisé. Parce que si vous n'avez pas les 3, il vous manquera toujours quelque chose. Intelligence artificielle ou pas l'intelligence artificielle. Mais que vous soyez patron de camping ou start-upper qui a réussi, le service qu'on apporte, c'est toujours le même, c'est se poser la question comment je rends service, comment j'apporte quelque chose. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est le sens. C'est pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous apportez comme valeur. Donc je vois des gens qui notent, alors je leur ai dit, il faut que ce soit utile, que ça apporte de la valeur, que ça crée de la valeur. Il faut que ce soit utilisable, parce qu'on peut créer des choses utiles, mais totalement inutilisables. On se rend compte, mais techniquement, c'est tellement complexe à mettre en œuvre. Et souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée des choses qui sont utiles, qui sont utilisables et qui ne sont pas utilisées. Et il y en a, ça c'est typiquement dans les domaines, alors beaucoup du monde de la start-up, dans le domaine des technologies, on en produit tous les jours. Tous les jours, on est capable de dire « Oh, j'ai trouvé un caillou dans la chaussure. Bon, je vais fabriquer quelque chose d'utile. »
C'est utilisable. Si quelqu'un l'installerait, le testerait, le ferait fonctionner, oui. Et pourtant, je ne trouve pas de marché. C'est qu'il manque une question, fortement en amont. Tout ça, c'est le sens. Donc, les 3 choses pour moi à retenir, c'est les 3 U. Et vous dire, dans chaque fois que vous créez quelque chose, de vous dire, est-ce que j'ai bien cette triple composante d'apporter quelque chose de fort technologiquement, d'être quelque chose qui soit monétisable, et donc du coup, le jour où je vais le vendre, je vais créer de la valeur, je ne vais pas inventer quelque chose où il n'y a pas de valeur derrière, parce que vous n'arriverez pas à tenir dans la durée sans ça, et qu'il y ait vraiment écouter votre client et vous dire quel est le service que je lui rends. Du coup, on revient sur les 3 U. Alors, la question qui revient souvent, c'est le comment. On a l'impression que le comment, c'est compliqué. Alors ça, c'est typique des sujets nouveaux. C'est typique des sujets où on a très technologique, très technique, on aime bien, et puis les gens qui sont dedans, ils disent ah, moi j'ai une grosse puissance en intelligence artificielle. Du coup, ça, on a tendance à rendre un peu génial ou géniaux les personnes et les gens qui font ça. La question à se poser, c'est comment je commence. C'est comme tout. Je vous parlais tout à l'heure du marathon. La première fois que j'ai couru, première course de ma vie, j'avais presque 35 ans, j'ai couru 12 minutes. Au bout de 12 minutes, j'étais à l'agonie. Mais à l'agonie, hein, c'est-à-dire que ma femme m'a regardé, elle m'a dit « on n'est pas près de le finir, le marathon ». Et j'en ai fini 5 derrière. Et paradoxalement, ceux qui ont été les plus importants dans ma vie ne sont pas ceux que j'ai fini bien, sont ceux que j'ai fini mal, sont ceux pour lesquels j'ai souffert. J'ai souffert. Mon 3e marathon, au 24e kilomètre, j'étais carbonisé. Je ne pouvais plus faire un pas. Je me suis assis, j'ai regardé passer la caravane, j'ai regardé passer les gens qui couraient. Là, je me suis dit, Laurent, il te reste que 18 kilomètres à faire. Et je l'ai fini, j'ai souffert le martyre. C'est le marathon qui a été le plus important de ma vie. Aujourd'hui, quand je suis au fond du gouffre, je me dis, Laurent, tu es au 24e kilomètre. L'intelligence artificielle, mais toute nouvelle technologie, hein, dire que ce soit un nouveau langage de programmation, que ce soit quelque chose de nouvel, c'est pareil. Vous êtes au 24e kilomètre, vous avez face à vous un mur, et ce mur, vous allez devoir le surmonter. Vous n'avez pas d'autre choix. Et donc, du coup, il faut commencer. Donc, il faut commencer simplement. La grande force aujourd'hui que l'on a, c'est que on a plein de sociétés qui sont en quête de rachat de, je dirais, elles font 2 choses. On a c'est ce qu'on appelle les fameux GAFA. Alors, je ne suis pas sûr que Apple soit dans ce cas-là, mais on va dire les GAFM et les autres. Donc, ils ont 2 gros problèmes. Le premier, c'est que ils savent qu'ils sont perçus comme des voyous. Je ne dis pas qu'ils le sont, je dis qu'ils savent qu'ils sont perçus comme des voyous. Et le deuxième, c'est que c'est une guerre de territoire, un concours de quiquettes, aurait dit quelques-uns, c'est à qui va pisser le plus loin, et donc c'est quel est l'écosystème autour de moi que je vais réussir à créer en espérant qu'il soit le plus gros. Et donc quand on mélange ces 2 choses ensemble, ça crée des sociétés qui produisent des outils hyper puissants en open source, en disant allez les utiliser. Alors attention. Attention au miroir aux alouettes. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé dans des restos étoilés. Il y a quelques semaines, j'étais chez un ami qui a un resto étoilé et je mange une salade tomate mozzarella. Exceptionnelle. Je lui dis, ta tomate mozzarella, un régal. Il me dit, mais comment tu... Ah, il me dit, attends. Il appelle son assistante, il dit, tiens, donne la recette à Laurent. Ah, il me dit, les tomates, il faut que tu achètes celle-là. La mozza, il faut que tu ailles l'acheter là-bas. Le poivre, c'est celui-là. Qu'est-ce que... Content, je prends ma recette, hein, je vais acheter samedi tous les ingrédients. Je rentre chez moi, je fais la salade de tomate mozza. Alors en toute objectivité, c'est de loin, de très très loin, la meilleure salade tomate mozza que j'ai faite de ma vie. Mais c'est aussi de très très loin la même que celle du resto étoilé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sociétés, quand elles vous fournissent ces solutions en open source, elles ne vous donnent pas leurs recettes secrètes. En revanche, elles vous donnent un moyen de commencer, d'apprendre et de découvrir et de créer vous-même votre secret sauce. Et c'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, les outils pour commencer sont disponibles en ligne pour vous, pour tout le monde, en tant qu'entreprise. N'hésitez pas, allez les découvrir, allez le faire. Et là, votre 24e kilomètre, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, on va dire
j'ai cru que c'était dur, et finalement, non, j'ai réussi. Donc, tout le monde, vous êtes étudiant, faites-le, amusez-vous, allez découvrir, faites. Et aujourd'hui, il y a plein de MOOC en ligne, ça vaut le coup, juste de comprendre de quoi on parle. Vous êtes start-up, posez-vous une question. Et si on prenait un sujet qu'on pourrait améliorer. Alors, typiquement, on avait envisagé chez Volpi la détection de la fraude. Est-ce qu'on ne peut pas, dans le comportement, ils ont des millions de téléchargements, ils ont des millions d'usages différents, est-ce qu'on ne peut pas détecter à un moment donné un comportement particulier qui facilite mais tout le monde peut inventer. C'est d'aller trouver quelle est la vidéo, quel est le petit truc qui fait qu'en détectant, on va réussir à gagner un point de visionnage de plus qui va nous rendre meilleurs. Toutes ces choses-là, il faut prendre ça comme un jeu. C'est la meilleure manière de rentrer sur le terrain, de le faire. Aujourd'hui, c'est disponible. Et la deuxième chose qu'ils essayent de vous faire croire, c'est qu'il faut beaucoup de données. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on a plein de données, on peut se poser plein de questions et de plein de manières de les aborder. Tout le monde nous dit « Ah oui, mais vous allez... » Eux, les GAFAM, ont collecté tellement de données qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est vrai. Objectivement, c'est vrai. Mais il ne faut pas raisonner sur la masse. Il faut raisonner sur des tranches, il faut raisonner sur des verticales, il faut raisonner sur des fines choses. C'est-à-dire, posez-vous la question de est-ce que j'ai besoin de tant de données pour résoudre. Souvent, vous allez vous rendre compte qu'avec très peu de données, mais de quelque chose très bien pensé, vous commencez déjà à résoudre un paquet de problèmes. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui a été, franchement, ça a été inoculé, et dès le départ en disant, parce qu'on a fait le lien entre big data et intelligence artificielle, et ce lien n'est pas vraiment clair. Du coup, souvent, beaucoup de gens disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de données. Comme j'ai pas de données, j'y vais pas. » Mais non, non. Jetez un œil, regardez, faites, et vous allez voir que vous risquez de vous surprendre. J'ai un autre point, je voulais mettre un t-shirt avec écrit California, on m'a dit non, garde ton t-shirt, hello Laurent, et ce que je voulais faire sur le parallèle, c'est la Californie, c'est un phare, ok? C'est quoi un phare? Un phare, c'est un objet qui reste fixe. C'est pas intéressant un phare. Ça n'a aucune utilité. C'est le voyage qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans le bateau qui contourne le phare. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui se disent « Ouais, mais on a deux grands phares, donc les BATX, plutôt asiatiques du côté de la Chine, les GAFAM, plutôt côte ouest américaine. » Non, c'est des lumières pour éventuellement nous guider, nous inspirer, nous poser des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est le voyage, c'est le chemin que vous allez faire. Ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question « Pourquoi moi, je suis ici, je travaille depuis la Corse, personne ne va vous aider. C'est à vous de vous aider vous-même. Vous devez être acteur de votre propre destin. » Et ça, c'est d'un point de vue, je dirais, technologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison, on n'est pas plus con en Corse qu'ailleurs. On n'est pas forcément plus intelligent. Utilisons ce qu'on a pour faire et faire mieux. Et l'introduction de Marc était parfaite. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on a du soleil, on a des idées, on a une qualité de vie qui est exceptionnelle. On ne va pas attendre que l'intelligence artificielle nous arrive d'ailleurs. On a largement les neurones, les développeurs et ce qu'il faut pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle. C'est pas un truc, il n'y a pas un tampon avec écrit San Francisco sur l'intelligence artificielle. Loin de là. Loin de là. Ou sur la Chine. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Et sincèrement, je vous le dis avec du fond du cœur, c'est prenez chaque sujet, essayez de comprendre, questionnez-vous et foncez. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va se passer deux choses. Et je conclurai, j'avais noté plein d'autres choses, mais je ne vais pas... la question, aujourd'hui, telle qu'on la vit, elle est plus sur est-ce qu'on a besoin de l'intelligence artificielle ou pas? Non, les outils sont disponibles. Donc maintenant, déployons-la. Prenez du plaisir à déployer. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les mathématiques. Il y aura toujours de monde, il y aura toujours des gens qui feront de la recherche en mathématiques pour apporter les briques. Et ensuite, ces briques, quand vous construisez votre maison, vous ne fabriquez pas vos briques.
vous utilisez les briques qui sont disponibles sur le marché. Par contre, vous faites appel à des architectes, vous faites appel à des entrepreneurs qui vont vous faire des propositions, des choses différentes qui vous correspondent à vous et qui vous répondent à vos besoins, à ce que vous attendez. Faites la même chose. Prenez les briques existantes et allez les faire. Donc ça, c'est le premier point. On est à l'ère de l'intelligence déployée, de l'intelligence artificielle déployée. La deuxième chose, dans ma conclusion, c'est qu'il faut partager une vision commune. Aujourd'hui, rappelez-vous ce que je vous disais, les premiers robots sont nous-mêmes. Hein. On sait faire robotiser. Donc les réflexions que vous devez mener, c'est de vous dire comment moi, je peux libérer l'humain. Comment, grâce à l'intelligence artificielle, je vais permettre à l'humain de ne plus faire une tâche hyper répétitive et désagréable et douloureuse et qui ne crée pas de valeur ajoutée. Du coup, pour libérer les humains à faire ces tâches à valeur ajoutée. Le sens, les clients, il n'y a que deux choix possibles aujourd'hui. C'est subir ou agir. Donc, ma recommandation, on n'est pas trop habitué à subir, agissons. Voilà. Des questions? Pas de questions. On m'a dit qu'il y en avait une dans la salle, au moins une. Oui, dans le Thermomix, pourquoi il y avait une caméra? Dans le Thermomix, il y a une caméra? Oui, pas au courant. Non. Un micro, chez Lidl. Bravo. Vous avez travaillé toute la matinée, bravo. Bien joué. Tu as gagné, c'est à Péritech l'année prochaine. Pas de questions, j'ai compris que tout le monde avait chaud, tout le monde avait envie de boire. Ah, s'il y a une question. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de projet d'intelligence artificielle qui a marché avec peu de data? Ok. Alors, il y a une multitude. Hein. Aujourd'hui, par exemple, dans le langage, on a l'impression, on a la forte impression que on a besoin d'énormément de données pour apprendre le langage. En fait, on peut créer du langage synthétique. C'est-à-dire qu'on arrive à créer des projets où, avec de la donnée synthétique, on arrive très rapidement à simuler la présence de données. Je vais vous donner un deuxième exemple. Dans les voitures autonomes, beaucoup de systèmes, et nous on l'a vécu avec une équipe où on a entraîné des petites voitures télécommandées à faire le tour d'une piste. Et donc en fait la technique elle est très simple. Hein. Comment on apprend à une voiture? Il y a plusieurs méthodes. Alors la première c'est vous faites avancer la voiture vous-même, et donc il prend les images et il voit comment vous allez tourner. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'en sortez plus, quoi. Au bout de 10 tours, 20 tours, hein, vous êtes épuisé, le système n'apprend toujours pas. Donc du coup, vous vous posez la question, comment je peux faire? Et là, de temps en temps, quelqu'un arrive et dit, et pourquoi on n'inventerait pas des images? Et donc en fait, on crée de fausses images qui s'auto-taguent du coup, parce qu'on les crée par nous-mêmes, et on fait apprendre à la machine. Et du coup, vous simulez. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais là, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de data, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de data pour le réussir, parce qu'on crée de la data synthétique. Ok, on a quand même besoin de data. Même si elle est synthétique, elle est quand même Oui, là. mais on peut aujourd'hui, on peut partir sans données. C'est-à-dire qu'on peut partir avec une simulation. Le deuxième intérêt dans les approches, c'est de se dire, j'ai l'impression que pour entraîner le système, j'ai besoin d'un énorme pool pour qu'ensuite je prenne des décisions. Non, on peut partir de zéro et chaque nouvelle donnée qui arrive va permettre d'alimenter le système. C'est plus de la philosophie ce que je dis. C'est-à-dire que les gens se positionnent dans un système en disant, j'attends d'être assis sur un tas d'or de données pour pouvoir aller taper dedans. Mais en fait, souvent, il suffit de se lancer. Avec humour, je citais mon histoire de basket tout à l'heure, mais la première fois que je suis allé courir, il a fallu que je mette mes baskets. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure dans cette approche de data, c'est si vous pensez que vous pouvez résoudre un problème, commencez. Les data, de toute façon, vont arriver. Je parlais du système de fraude. Mais dès que vous avez des nouvelles fraudes, le système ne va pas marcher upfront. Mais à partir du moment où vous l'alimenter, ça serait fou de penser qu'on a besoin
pour commencer de data. Après, ça c'est la partie, la réponse légère. La réponse plus profonde, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui partent sur des méthodes qui s'appellent Zero Shoot Learning, et donc en fait, où le système apprend sans aucune donnée. Donc dans la recherche en intelligence artificielle, donc vous avez l'air on commence à voir poindre des sujets, on est à l'orée de cette accélération. Un des sujets que je n'ai pas abordé, mais c'est pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui et pas il y a 10 ans, alors qu'on en parle théoriquement depuis les années 50. En fait, c'est un faisceau d'alignement. C'est-à-dire que oui, on a commencé à avoir de la donnée disponible, c'est-à-dire que tous les systèmes génèrent de la donnée. C'est en réalisant que cette donnée était disponible, on a commencé à avoir, j'en ai parlé, des sociétés qui offraient de l'open source. Et donc, du coup, on a commencé à se dire, waouh, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont partagées, qui sont accessibles, donc on donne au plus grand nombre la possibilité de le tester. On a commencé aussi à se rendre compte que, en termes de finance, les systèmes où il y avait de l'intelligence artificielle se faisaient financer par des sociétés, des VC. Comme l'argent affluait, du coup, les résultats et les produits créés étaient meilleurs. Comme les produits étaient meilleurs, ils généraient un retour sur investissement financier. Donc, il y avait plus d'intérêt. Et donc, on était sur un cercle vertueux. Donc, il y a des gens qui ont théorisé là-dessus, sur les 7 niveaux d'apport entre open source, apport de data, le coût technologique des machines. Alors là, on a une inflexion, on se pose la question, on parlait du Bitcoin, de la consommation du Bitcoin, on se rend compte que la consommation des machines qui entraînent l'IA pourrait être elle-même astronomique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre l'entraînement et la production de modèles d'IA, donc les deux sont sensiblement différents, même si les entraînements deviennent coûteux, mais finalement on est à un moment de l'histoire des technologies où ça ne coûte plus rien. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise technologique avec rien. On trouve tout disponible en ligne, tous les services sont disponibles. Donc du coup, il y a ce mouvement. L'idée n'était pas de rentrer dans la technique, et il y a des plus grands spécialistes que moi sur la technique, mais on peut discuter, on peut s'amuser, et je peux vous envoyer même une liste, j'avais noté de faibles données là-dessus sans aucun problème. Oui, monsieur. J'ai une question en fait. Si aujourd'hui en fait l'IA, comme c'est un truc comportementaux, ou finalement l'automatisation de process, c'est l'IA, ça veut dire qu'on en fait depuis des années. Est-ce que tu as un exemple de vrai projet IA? Parce que je crois qu'il y a la notion aussi de la machine apprendre d'elle-même, ou il y a toute cette notion à un moment ou l'autre. Alors, ouais, c'est une super bonne question. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, ça ne reste que de la mathématique, noble, avec c'est des vecteurs, on reste sur de l'IA. Là, je te prends, mais je te prends l'exemple de Miro qui vient de lever 250 millions d'euros, qui vont se lever la French Tech, sous couvert qu'ils font de l'IA, et en fait ils font juste de l'automatisation de scripts, Photoshop, voilà, mais derrière il n'y a pas vraiment l'IA. Mais le fait de dire on fait un peu d'IA en automatisant des process, pour moi c'est pas de la vraie IA. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un vrai projet d'IA? Alors, je minimiserai pas. Je pense que derrière, et j'ai pas vu les documents sur Miro. J'ai bien sûr été étonné par le montant astronomique. Beaucoup de gens ont dit ce n'est que de l'amélioration de photos. Ce qui semble, dans les premiers jours, il y a eu un peu c'est quoi ce chiffre? Et puis les jours passant, on se rend compte que derrière, ce qui aurait infléchi la balance sur le montant, serait la transformation qui serait offerte au marché de la photographie. IA ou pas IA. Bien sûr, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est on a une équipe et d'ailleurs, quand on regarde toutes les vidéos, c'est le CEO et le Chief Data Scientist qui est interviewé et tout ça. Attention de ne pas minimiser ce que fait l'IA chez Miro. Ça reste du process, mais c'est du process qui en amont a été entraîné pour faire que ta photo paraisse très très belle. Ça reste de l'IA. Il ne faut pas confondre le process et le résultat. Le résultat, c'est que ta photo qui était so-so apparaît comme étant la photo exceptionnelle. Tu as l'impression que tu es devenu, je sais pas, Leibovitz ou n'importe qui, tu vois, qui a fait la plus belle photo. Donc, dans les projets aujourd'hui d'IA purs, c'est très, pour moi, j'aime bien les projets médicaux.
Les projets médicaux, c'est des projets où on se rend compte que l'analyse de photos complexes permet d'obtenir un résultat qui est mais sans commune mesure avec ce qu'un humain était capable de faire. Si on prend, il y a quelques mois, un jeune de Calagout, je me pose la question, il me dit, mon fils est sorti major de médecine, de la première année de médecine, il veut faire un radiologue. Il a vu ma grimace, il me dit, Laurent, je dis, je sais pas, pour moi, c'est le premier métier dans la médecine, hein, c'est le premier qui va subir, je dirais, la vague de l'IA. Parce que chirurgien, oui, ça va subir, mais avant qu'on ait... Ça se fait hein, aujourd'hui. Et aujourd'hui, des opérations de l'intestin se font de plus grande qualité avec de l'IA qui reconnaît mieux les tissus que l'œil humain. Mais il faut quand même la machine qui le fait. Alors que là, dans le process d'une analyse je dirais, d'un scanner ou d'un IRM, tout est déjà disponible. Les photos sont numériques. Il n'y a plus qu'à prendre ces photos et les rentrer. Donc du coup, quand on est dans une approche purement de santé, on a des taux de réussite qui sont exceptionnels. Tous les tests qui ont été menés sur les 6 derniers mois, aucun humain n'a battu les intelligences artificielles, y compris sur des détections de cancer du sein, mais très en amont. Donc est-ce que tu imagines la chance que tu as, tu fais un IRM sur un sujet et on te trouve quelque chose d'autre qui n'aurait pas été vu parce que on reste des humains avec nos forces et nos faiblesses. En revanche, ça ne veut pas dire que le métier va disparaître, c'est juste que le métier va se transformer. Mais le métier s'est déjà transformé. Le radiologue d'il y a 20 ans, quand il n'y avait pas les IRM et les scanners, il passait du temps à faire de l'analyse longue sur des photos. Aujourd'hui, ces machines pondent 50 clichés, je dirais, ou 50 jeux de clichés par jour. Imagine, c'est l'abattage de l'analyse de photos. Donc, le radiologue est un robot qui fait de l'analyse de photos avec la force et la faiblesse de l'humain. Il a mal dormi, il a une journée compliquée au boulot, il ne voit pas. Ouais, sauf que la conséquence derrière, c'est potentiellement la vie de quelqu'un. Et pour moi, là, c'est immédiat. Et c'est de la pure analyse, avec des réseaux qui font convolutionnels, qui vont analyser pixel par pixel et comment se retrouvent les choses pour avoir un résultat. Mais il y a des milliers. Là, si tu vois la liste des domaines dans lesquels ça peut apporter, aujourd'hui, c'est de la pure IA, quoi. Mais je minimiserai pas le Camiro. Le Camiro, pour moi, c'est vraiment... non, mais... Bien sûr. Je pense qu'il y a des vrais projets avec la vraie IA derrière. Et je pense que cela, il faut peut-être valoriser. Bien sûr. Quand tu prends aujourd'hui la conduite autonome, on parlait de conduite autonome, un jour on m'a posé, au tout début de mon arrivée dans le domaine de l'IA, j'ai fait une erreur d'analyse, mais majeure. C'est-à-dire que dans ma tête, hein, le langage était facile. La photo était plus difficile parce que les images il y a plein de pixels et la vidéo était très complexe. La réalité est exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le traitement du langage est d'une complexité terrible. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la quantité d'informations qu'on a dû nous-mêmes ingérer pour être capable de bien parler, okay, et bien comprendre. Et l'analyse d'une vidéo dans une voiture autonome, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une photo floue, et même si tu prends 200 images par seconde, c'est des images, certaines elles font 60 pixels par 60 pixels, hein, donc tu vois rien, c'est comme ça quoi, dans la voiture. Et pourtant, la capacité d'analyser les changements entre deux images fait que cette IA hyper entraînée est capable de faire conduire une voiture à 150 ou à 130 sur une autoroute et de faire que bien avant qu'un humain réalise qu'il va y avoir un accident, débrayer la voiture parce que la voiture de devant, et vous avez tous vu cette vidéo sur l'autoroute, je pense que c'est en Hollande ou en Belgique, où la Tesla débraye avant même que la voiture devant ait le crash, parce qu'elle arrive à voir deux voitures et que dans le calcul mathématique, ces deux voitures ne peuvent pas faire autrement que de se cartonner, et elles se cartonnent, et la voiture s'arrête. Tu vois, c'est là où on a la beauté de l'usage. Une fois encore, l'usage, ça reste une voiture. Hein. Il ne faut pas se tromper, quoi. C'est pas, même si on dit que c'est un ordinateur sur roue, ce que veulent les gens, c'est se déplacer. Et en sécurité. C'est vrai que quand je disais tout à l'heure, donner du sens au projet que vous créez, le but initial, c'était de créer une voiture. Oui, deux. Je le vais avant toi. Tu parlais de la complexité du langage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'interface conversationnelle, justement?
Est-ce qu'on arrive facilement ou pas, avec de l'IA, à créer une interface conversationnelle et éventuellement l'associer à, on va dire, à un auteur particulier? C'est deux questions. Où est-ce qu'on en est de l'interface et est-ce qu'on arrive à détecter que c'est une personne qui a écrit ça? Et où est-ce qu'on a c'est le test de Turing. Ouais, ça c'est effectivement le test de Turing, mais même sans passer le test, si la conversation avec une IA peut se faire de manière plus ou moins naturelle, et si après, avec cette IA, tu as la possibilité aujourd'hui de créer une interface conversationnelle spécifique, c'est-à-dire qui va répondre en fonction de ce que tu vas lui donner comme données. Par exemple, si c'est un auteur, imaginons on lui donne Victor Hugo, est-ce que, et des données à ce sujet, est-ce que justement on peut ensuite créer un site? J'ai compris. Ok, alors, si le but était de détecter Victor Hugo, il n'y a même pas besoin d'IA pour ça, les statistiques le faisaient déjà très bien, et le pays spécialisé là-dedans sont les États-Unis, parce que contrairement à nous, ils ont une aversion au plagiat qui est terrible. C'est-à-dire que voler un contenu produit par quelqu'un d'autre aux États-Unis, c'est un crime de lèse-majesté. Et donc les étudiants qui utilisaient, donc il y a eu statistiquement, ils arrivaient à faire ça. Maintenant, ils le font avec de l'IA. Alors oui, aujourd'hui, donc je réponds aux deux questions. La première, les progrès faits en termes de langage sont exceptionnels. Je ferai un lien. Aujourd'hui, la façon de faire apprendre les langages, les IA sont toutes spécialisées. On n'est pas encore à, tu vois, l'artificial general intelligence où c'est le gros système qui gère tout. Donc aujourd'hui, on a des IA qui sont ultra spécialisées et elles sont meilleures quand elles sont spécialisées, c'est-à-dire capables de répondre à quelques questions, mais par contre d'y répondre, de comprendre et potentiellement de répondre très très bien. Du coup, dans la mise en œuvre de ces choses-là, pour gagner du temps sur le langage, ce que tu fais, c'est que tu fais apprendre la langue. C'est-à-dire tu dis à des machines, va lire du français. Et tu pourrais t'amuser dans la compréhension à lire du Victor Hugo. Souvent, ce qui est fait, c'est on s'en fout. Là où c'est intéressant de lire du Victor Hugo, ça serait pour générer du langage. Et là, tu pourrais générer du langage avec le Victor Hugo style. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, dans la compréhension, ce que les gens qui travaillent sur le langage font, c'est qu'ils travaillent sur un premier layer de « j'apprends la langue ». La deuxième couche, c'est que tu te rends compte que comme elle est spécialisée, ton IA, et si on prend le cas de ce qui est offert sur Volpi, on est allé lire des contenus autour de la téléphonie mobile. Donc, tu vas t'entraîner à comprendre des choses. L'exemple concret, c'est que on a, nous, chez Xbrain, une des IA un jour qui a répondu à la question qui était posée, c'est « Comment je fais pour obtenir mon petit papillon vert ?» Et la réponse qui a été donnée, c'est « Pour obtenir votre attestation d'assurance automobile, voilà ce qu'il faut faire. » Quand moi, j'ai vu cette réponse, j'ai été pris dans ce que j'ai appelé la magique, l'effet waouh, en disant les gars, là il faut que vous m'expliquiez. En fait, l'explication, elle est très simple. La couche de langage français, tu l'apprends, et c'est facile d'apprendre, c'est-à-dire que tu entraînes tes machines, mais le texte langage français, il existe. Hein. Tu lis Wikipédia, tu lis n'importe quel contenu aujourd'hui en français, on sait détecter la langue, tu dis à ta machine, va browser Internet et tu me lis du français, et tu apprends le bien et le pas bien, mais tu apprends. La deuxième couche, c'est tu apprends le métier. Donc dans ce cas-là, le métier, c'était l'assurance. Et donc dans la lecture de contenu spécifique de l'assurance, il y a quelqu'un, possiblement sur un forum, qui avait dû dire « Comment je fais pour obtenir mon attestation d'assurance ?» Et le système avait compris, avait fait le lien que le petit papillon vert était lié à l'assurance automobile. Dans les questions qu'on a souvent dans le domaine de l'assurance, les gens demandent « J'ai besoin de mon attestation d'assurance pour l'école de mes enfants. » L'attestation d'assurance pour l'école des enfants, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est j'ai besoin d'une attestation habitation mentionnant la responsabilité civile au nom de mon enfant. Mais personne n'appelle son assureur en posant la bonne question. Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Et ça, typiquement, quand tu as appris le métier de l'assurance, la deuxième couche, et ensuite tu as la dernière partie du triangle, c'est ce que tu vas répondre. Et là, tu as deux cas. Tu as des sociétés qui répondent, qui donnent des réponses préformatées, éventuellement paramétrées avec je donne des informations dans la réponse, mais qui n'inventent pas la réponse. Okay, donc ça veut dire que la réponse n'est pas générée, mais elle est rendue. Typiquement, si on prend le cas Volpi, c'est comment je fais pour, est-ce que je dois mettre le chargeur dans la boîte? Et le système a appris et on répond non, pas besoin de mettre le chargeur dans la boîte.
Tu vois, et la réponse, pas besoin de mettre le chargeur dans la boîte, c'est une réponse Volpi. Tu vois, elle n'est pas inventée, elle est écrite. Par contre, il y a ce qu'on appelle de la génération de langage, et il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, et qui créent des rapports, qui te lisent qui font des analyses financières, et qui te créent le rapport derrière, et là, le langage est généré. Et là, tu peux effectivement donner le style que tu veux, en fonction de la façon dont tu as appris. Moi, j'ai vu des démonstrations assez géniales sur de l'anglais version Shakespeare, ou version Donald Trump. Et le même texte généré selon deux auteurs, et ça dit la même chose, mais le style est complètement différent, et c'est assez fun. C'est assez fun de voir ce que Shakespeare aurait mis et ce que Donald Trump mettrait. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas dire que c'est le Graal, mais c'est un des sujets sur lequel il y a énormément de recherches en ce moment. Pourquoi c'est important, et tu vas le comprendre, c'est, imaginons que j'ai fait le même discours et que vous ne m'ayez pas vu, il y a plein de choses, des mouvements de mes mains, des mouvements corporels qui ne passeraient pas. Aujourd'hui, quand il y a des chercheurs américains qui ont fait des études et qui ont fait l'analyse des réunions problématiques qui se passent beaucoup mieux quand elles sont en présentiel, encore aujourd'hui, hein, par rapport à des réunions à distance, et la distance, il y a des degrés où on voit la personne, et puis la distance où c'est le téléphone, où on ne voit pas la personne, typiquement d'une salle partagée avec une pieuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de signaux faibles qu'on détecte dans une conversation, que nous-mêmes, on a l'impression de ne plus voir, parce que je dirais, c'est au plus profond de nous-mêmes. Tu sais, des fois, tu dis, j'avais l'impression que il n'était pas d'accord avec ce que je disais. Pourtant, il n'a rien dit, tu vois, c'est juste son ressenti. Du coup, la détection de l'émotion est super importante. Elle est super importante à différents niveaux. Elle est importante dans la compréhension. Il y a des réponses qui vont être données. Par exemple, quand tu échanges entre un agent robot, ordinateur, et une machine, tu peux potentiellement influer sur la façon dont tu donnes la réponse. Mais il y a aussi une détection de ce qui pourrait générer. Par exemple, dans les appels au 911, donc aux États-Unis, les gens arrivent, en faisant de l'analyse, à détecter ce que le véritable problème qui va être donné. Et ils ont, sur un entraînement, ils ont réussi à détecter que les personnes appelaient pour une crise cardiaque avant même que la personne ait dit le mot crise cardiaque. Ou j'ai mal à la poitrine, tout ça, dans les vibratos de la voix. Donc ça veut dire qu'en fait, dans un échange, one-to-one, one-to-many, tu as énormément de signaux faibles permanents qui circulent. Et la détection de cette émotion va permettre de traiter. Donc aujourd'hui, il y a énormément de recherches là-dessus. Ça progresse à une vitesse, mais hyper rapide, au point où même ça peut faire peur à un moment donné, parce que du coup, tu arrives à détecter des choses que... C'est pas que ça fait peur, c'est que toi, tu as ton gut feeling et tu le perçois. Mais finalement, tu le verbalises pas. Tu vois, c'est quelque chose qui vient en complément. Là, du coup, comme ça te l'affiche, ça clignote. Par contre, dans des relations humaines, typiquement de service client, c'est génial. C'est-à-dire que tu as des informations complémentaires sur la relation, sur la façon dont ça potentiellement ça dérape, qui sont très fortes. Donc du coup, aujourd'hui, attention en revanche à l'inverse, la surgénération d'émotions est un vrai problème. C'est-à-dire que quand Google a fait sa démonstration il y a 1 an de la personne, du robot qui appelait pour réserver un restaurant, et que la machine fait qui simule quelque chose, je pense que là tu es dans l'excès. Tu es au-delà du truc parce que du coup tu es en train de feinter. Tu vas au-delà de ce que... tu vas trop loin. Mais attention, je pense que ta question était sur la détection de l'émotion. Oui, détection aujourd'hui, plein de choses qui se font, c'est génial. À voir, c'est impressionnant. Et surtout, tu te rends compte que c'est des choses que toi, tu avais perçues indirectement, que tu ne verbalisais pas et que tu mettais. Et c'est une discussion qu'on avait avec Pierre Noël il y a moins d'1 semaine, et où on faisait l'analyse et on se disait qu'on pense fondamentalement, et Pierre Noël disait, il faut foncer à fond là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose où tu arrives à remonter des choses qui sont d'une très très grande valeur, et que comme aujourd'hui les systèmes dans les entreprises ne valorisent pas ça, tu as un atout si tu es capable d'être bon pour détecter, pour valoriser et pour révéler ça. Un petit mot sur la collecte des données, la manière dont on la collecte. Moi aujourd'hui, on a une entreprise qui est proche de nous, la manière dont on collecte aujourd'hui les données, on a fait un petit vol de drone tout à l'heure ensemble, il fallait rentrer à l'adresse email, on a eu une réaction qui dit encore, ils veulent des données à collecter. Est-ce que tu crois que c'est une entreprise qui essaie de collecter de manière différente, de manière vertueuse?
pouvoir vraiment se différencier, que cette perception va arriver pour que chaque consommateur se dise, moi je peux choisir tant que je veux concrètement, et que c'est les entreprises qui sont aujourd'hui leaders à l'échelle de Google, tout ça. On sait qu'il y a des entreprises de plus en plus qui essaient de communiquer, faire un discours marketing pour ça. On ne sait pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui ça soit un argument énorme pour aller pour le marché. Est-ce que ça pourrait l'être demain? Alors, il y a deux questions dans ta question, je découperai les deux. La première, c'est la problématique de la collecte de données. Alors, dans les systèmes, typiquement, alors, la question est sur le langage, typiquement dans le langage, tu peux être dans des systèmes qui disposent d'informations ultra personnelles. C'est-à-dire que les outils qu'on met en place aujourd'hui, avant même le traitement, hein, c'est-à-dire que dans une discussion, imagine par exemple un système où tu poses une question pour obtenir une attestation d'assurance, on te demande de qui vous êtes, c'est quoi ton prénom, c'est quoi. Ça veut dire que des ordinateurs vont stocker quelque part des informations. La loi est très claire là-dessus, hein, c'est-à-dire que la loi est très encadrante. Par exemple, une enveloppe vocale, aujourd'hui, c'est une donnée personnelle. Donc tu n'as pas à collecter une enveloppe. Donc, oui, la loi en France. Alors bien évidemment, on est d'accord, mais c'est un des... Alors, je suis pas un grand fan de trop de réglementation, mais ce qui est intéressant dans la réglementation, c'est de pointer, de temps en temps, pointer sur des choses qui sont problématiques. Donc du coup, aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que la collecte de données est astronomique, de données personnelles est astronomique. Parfois, ça rend des services. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui me disait j'ai tous les pays que j'ai visités grâce à Google, parce que, en même temps, je fais t'imagines que Google, c'est partout où tu es allé. Il me dit c'est vrai, mais d'un autre côté, je m'en fous qu'il sache où je suis allé, parce que je suis hyper content a posteriori de me dire c'est quand que la dernière fois que je suis monté à l'autre, et que tu prends ton truc et tu dis l'autre, la dernière fois, il te dit c'était à telle date, ce qui est quand même important. Et, donc du coup, il y a une partie collecte. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que tu te rends compte, et ça va faire le lien avec la deuxième partie, qu'il y a des entreprises qui se disent « mais ai-je besoin de l'intégralité de ces informations ?» Nous, on a été confrontés à un problème, c'est finalement, est-ce qu'on a besoin de connaître le nom, le prénom de la personne? On avait un client dans le monde de l'assurance, on lui demandait quel est votre contrat. Nous, ce qu'on espérait qu'il nous réponde, c'est un contrat automobile. Tu vois, quel type de contrat? Qu'il nous réponde contrat automobile, contrat habitation. Et lui disait, mon contrat est le N472-222-367. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que la question était mal posée. Mais finalement, quelle est la bonne pratique là-dedans? C'est de te dire, j'anonymise à la volée. La difficulté, et là on rentre dans de la technique, mais en fait c'est possible. Pour nous, dans notre analyse, il n'y avait aucun besoin de garder cette donnée. Donc on a créé un système qui, à la volée, brûle l'information, qui fait qu'on ne stocke pas dans nos serveurs des informations. Tout ce qui est vocal, on le transcripte, on le transforme en texte, et on garde du texte, et tout ce qui contient de la donnée personnelle, on le bazarde. Après, c'est une question de bonne pratique. Tu es bien dans tes baskets. Le matin, quand tu te lèves, tu sais que tu n'as pas de données personnelles, tu n'as pas de données. Il y en a, ce n'est pas la même philosophie. Je pense, donc, pour répondre, je pense que il y a une inflexion notable sur la privacy. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un sujet dont les gens n'en avaient rien à foutre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... La preuve, c'est que les gens... Même si on a toujours ce petit piquant de... Est-ce que on l'a vécu tout à l'heure avec le drone, est-ce que je recrée un compte, pas un compte, il y a toujours ce petit piquant. Mais je pense que beaucoup de gens ne réalisent même pas la quantité de données qu'ils fournissent. Je cite toujours cet exemple qui est génial. Je crois que ça s'est passé sur une place à Bruxelles, en Belgique, où il faut rentrer les gens sous un dôme. Et il y a un gourou avec des cheveux longs qui dit « Écoutez, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous acceptez ?» Et il demande juste au nom. C'est quoi votre nom, prénom, et vous acceptez de participer à ce jeu. Et à un moment, le gars dit « Oui, je vois un enfant sur une terrasse. » Et le mec rigole au bout, puis à un moment, il commence à être inquiet, et il dit, je vois. Et en fait, le mec en face lui raconte sa vie, sauf que la personne n'est pas réalisée qu'en communiquant juste son nom, son prénom pour participer à ce truc, et à un moment donné, il y a un rideau qui tombe, et là, on voit tous les gars qui sont sur Facebook, sur Instagram, en train de regarder avec le nom, le prénom, la vie de la personne, et en fait, ils savent tout de lui, sauf que comme il n'est pas dans le contexte de réaliser qu'on est en train de regarder à côté pour dire, ce mec qui lui dit ça, ça le perturbe. Donc oui, on laisse des traces de nous partout. Donc, personnellement, je pensais que le privacy n'était pas un sujet, c'est-à-dire que je pensais que les gens n'avaient rien à foutre, tu vois l'exemple de truc. Maintenant, ce qui
ce qui est certain, c'est que tu te rends compte que marginalement, et tu le trouves un peu en Californie, alors je ne veux pas dire, d'ailleurs je dis c'est un phare, mais ça peut être aussi, un phare, ça éclaire aussi à un moment donné, tu te rends compte que ça commence à monter. Je ne suis pas certain, aujourd'hui je suis incapable de te répondre, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui tu franchisses un seuil suffisant pour que les gens disent je ne ferai plus le choix de ce produit parce qu'il collecte mes données. Tu vois, je pense qu'on va être sur un pourcentage minimal. J'ai du mal à imaginer le moment où on va franchir le seuil. Ça me ferait marrer de le voir, hein, de voir qu'il y ait ce changement. J'ai peur que les gens restent malgré tout, ils sont trop contents d'utiliser leur service. Et on est habitué à cette espèce de gratuité. Hein. La question, c'est est-ce que Facebook ne devrait pas être payant et est-ce que Google ne devrait pas être payant? Tout le monde utilise son compte Gmail. Les gens, l'œil a développé des chercheurs ont trouvé que l'œil avait développé comme un carré noir où en fait on voit même plus les publicités, quoi. Est-ce que tu as vu cette pub? Les gens disent non, j'ai jamais vu cette pub, alors qu'en fait elle avait été affichée 100 fois dans Gmail. Les gens ils voient même plus, tu vois, donc c'est la réceptivité à la pub, je sais pas. Dernière question. J'ai fait le choix de ne pas parler de l'IA supervisée, non supervisée, pourtant c'est l'enjeu central. Ouais, c'est l'enjeu. Alors ça aurait pu faire le lien entre les deux. Aujourd'hui, l'IA est arrivée principalement avec du supervisé et on se rend compte que de plus en plus, l'idée, et c'était encore une fois la demande, c'était de rester assez généraliste, de ne pas rentrer dans les détails, on se rend compte que l'IA arrive à des niveaux où on peut potentiellement se permettre du non supervisé, c'est-à-dire que la machine devient, avec toutes des théories de la partie auto-apprenante, tout ce là, c'est pour moi, on y est, hein, on y est dedans. Je pense que ça va être la révolution d'aujourd'hui, hein, et de trucs à venir, parce que du coup, les volumes de données traitées vont être tellement importants qu'à un moment donné, il sera compliqué de pouvoir traiter. Ça veut dire que des nouveaux métiers vont apparaître aussi. Hein. Je pense qu'un des métiers qui va apparaître dans pas longtemps va plus être hacker, mais ça va être analyseur de biais. C'est-à-dire que les gens vont s'amuser à trouver dans les systèmes auto-apprenants les biais qui ont été créés, c'est-à-dire, l'exemple le plus récent, hein, aux États-Unis, c'est une personne noire qui n'arrive pas à remplir un formulaire et on lui dit allumez la lumière, on ne voit pas votre visage. Et donc en fait, sur un formulaire d'État. C'est juste que le système avait été entraîné principalement avec des personnes plutôt blanches, et donc du coup ça passait pas. Donc du coup ces métiers qui vont se créer selon moi, c'est comment j'arrive à trouver, je suis plus un hacker pour rentrer dans un système, c'est je vais trouver le biais et je vais révéler le biais et ça aura autant de valeur qu'on payera ces gens comme, parce que ça permettra de corriger les biais, parce que encore une fois, hein, rappelez-vous, le mot qui était important, c'était simuler. Hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à reproduire les mêmes erreurs qu'on serait capable de reproduire nous-mêmes. C'était la dernière? Merci à vous en tout cas.